Cette année, sur le Class 40 Everreal, j'ai décidé de le décorer avec quelque chose de très joli et qui est hyper important pour toi, pour moi, pour toi, pour nous tous en fait. Ouais. On a mis du plancton dans les voiles. En fait, cet hiver, j'ai assisté à une conférence d'un monsieur qui s'appelle Pierre Molot, qui nous a montré des images incroyables. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des choses aussi belles sous l'eau. Moi qui passe ma vie sur l'eau, j'ai jamais été mettre la tête sous l'eau avec un microscope. Et donc aujourd'hui, grâce à Plankton Planet et Noan, eh ben, j'ai la chance de pouvoir regarder du plancton. Donc première question très simple, Noan, qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le plancton, qu'est-ce que c'est que le plancton? Alors moi je suis scientifique de formation, j'étudie le plancton depuis maintenant pas mal d'années et donc j'avais participé aux expéditions avec le bateau Tara, donc c'était la première fois qu'on regardait en fait à l'échelle mondiale tout le plancton. Okay. On avait besoin d'identifier qui était là dans les océans parce qu'en fait on ne le savait pas non plus nous, c'est un champ complètement nouveau dans la recherche. Et à la suite de ça, on avait été frustrés parce qu'on n'avait été qu'à un seul endroit à un moment donné. Et donc, on avait besoin de monitorer, c'est-à-dire de regarder tout le temps, partout, ce qui pouvait se passer sur les océans. Okay. Et donc, on a imaginé le projet Plankton Planet en se disant, il va falloir qu'on propose à des gens qui ont des navires, qui naviguent tout le temps, comme toi, par exemple, mais aussi des navires de commerce, des plaisanciers, eh bien, de nous aider à collecter et à observer l'océan. Et donc, on a commencé à développer des outils pour faire ça. De la science participative. De la science citoyenne, la science participative, exactement. C'était pile dans le bon mouvement, ça commençait à émerger, c'était le truc à faire. Ok, et donc aujourd'hui, j'embarque un petit microscope. Voilà. Vas-y, on va le montrer un petit peu quand même, c'est quand même toi qui me l'as fabriqué. Il est fait en Kerlin, le matériel de Roland Jourdain juste à côté, à Concarneau. Et donc, ce petit microscope, il est trop bien parce qu'il est quasiment autonome. J'ai juste à le brancher sur mon ordinateur et je peux faire des petits prélèvements sur le bateau et je peux observer tout ça de la meilleure des manières possibles. C'est ça. Et en fait, il est né ce microscope parce qu'on avait deux choses. Les gens avec qui on avait commencé à travailler au tout départ, on a commencé en 2015 la première fois, on leur proposait de collecter de l'eau de mer et on leur disait qu'on allait regarder l'ADN. Sauf que le problème de l'ADN, c'est qu'en gros, ils filtrent l'eau de mer, ils récupèrent une petite galette et ils nous ramènent ça. Et nous, on leur racontait des histoires en leur disant mais ils sont incroyables, ils ont des formes dingues, des couleurs dingues. Et ils nous disaient, enfin nous, on a des galettes marron vertes, c'est triste. On veut les voir, quoi. Et donc, on a commencé à imaginer ça. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur un microscope qui est très compact, très simple d'utilisation. Il faut grossir fois combien pour voir quelque chose concrètement? Ça dépend en fait, parce que finalement, le plancton, c'est pas une question d'échelle de taille. Alors, c'est quoi le plancton? C'est quoi le plancton? Le plancton, c'est drôle parce que la définition, elle est assez poétique. C'est tout ce qui est vivant et qui dérive au gré d'un courant, donc qui se laisse dériver avec le courant. Donc très littéralement, quand tu sautes à l'eau là et que tu te mets à faire la planche et que le courant t'emporte, tu es devenu un plancton. Et dès que tu commences à nager, que tu reviens et que tu remontes sur ton bateau ou sur un ponton, hop, ça y est, tu as quitté le monde du plancton. Donc ça c'est assez magique. Et du coup, il y a quand même une échelle de taille, c'est vrai. En général, ils sont quand même plutôt petits. Mais il y en a qui vont faire jusqu'à 10, 20, 30 mètres de long. Les méduses par exemple, des très grosses méduses qu'on voit, qui ont des tentacules absolument incroyables, plusieurs dizaines de mètres, c'est du plancton, parce qu'elles dérivent. Elles ne sont pas capables de lutter contre le courant. Ça ne veut pas dire qu'elles ne bougent pas, elles peuvent nager, mais elles nagent en se laissant emporter avec une masse d'eau. Et dedans, tu vas aussi avoir des virus ou des bactéries. Donc des choses qui sont absolument microscopiques et pour lesquelles tu as besoin d'avoir un microscope pour les observer. Alors il y a deux grandes familles, je crois, de plancton, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a plein de façons après de définir ça. Du coup, le mot plancton, c'est tout ce qui dérive. Après, tu peux regarder ça en te disant ce qu'on a fait en termes de classification. Donc, les virus, d'un côté, les bactéries, un groupe qu'on appelle avec un nom un peu barbare qui sont les protistes. En gros, c'est les unicellulaires, une seule cellule. Et ensuite, des métazoaires, ça va être tout ce qui est plutôt animal et qui est composé de plusieurs cellules, comme nous, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est les grands groupes taxonomiques, on va dire. Enfin, les grandes structurations du vivant. Après, on peut imaginer les définir par rapport à leur mode de nutrition. Ce à quoi tu pensais. C'est ça, je pensais à phytoplancton et zooplancton. Voilà. Donc, et en fait, dans l'océan, ça marche pas très bien ce truc-là. Parce que ce qui se passe, c'est que dans l'océan, nous, on a un schéma qui est très terrestre. C'est-à-dire qu'on imagine que soit on est une plante, soit on est un animal. Oui, alors qu'en fait... Mais il y a les champignons, par exemple. On ne sait pas trop où les mettre. Mais il n'y en a pas beaucoup, donc ça va, on arrive à gérer. Mais dans l'océan, c'est pas du tout ça. C'est un environnement complètement différent, déjà parce qu'on flotte dans l'eau, on dérive, etc. Donc on n'a pas les mêmes contraintes. Donc la plupart du temps, on va plutôt dire qu'ils sont mixotrophes. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être capables de s'adapter à l'environnement. Et ils vont faire beaucoup de symbiose. Ils vont vivre les uns avec les autres. Parfois c'est positif, parfois un peu moins. Et donc du coup, ils vont avoir des modes de nutrition qui sont très flexibles. Et en fonction des conditions dans lesquelles ils sont, ils vont être capables de les adapter. Donc c'est quand même vrai qu'il y a du phytoplancton, qu'il y a du zooplancton. Donc du phytoplancton, c'est, on va dire, comme des plantes sous l'eau. C'est exactement ça. Et l'idée de ce phytoplancton, c'est qu'en fait, on va avoir besoin de produire de l'énergie
à partir de rien, d'éléments chimiques simplement. D'accord. Alors que dès qu'on devient un animal, on a tendance à se nourrir. nourrir. Voilà, on mange des choses qui sont Donc, déjà en gros, existantes. le phytoplancton fait de la photosynthèse. Voilà, producteur primaire. Ok. Il produit de l'énergie à partir de, pas rien, mais d'éléments chimiques. Des choses que nous, on peut pas faire. Voilà, par exactement. exemple. Okay. Alors, ça serait bien. Ça coûte, t'imagines, sur ton bateau, tac, tu te nourris simplement au soleil. Ça serait cool. Et le zooplancton, lui, a besoin de manger. Et en fait, Voilà. par exemple, le krill qui va être mangé par les baleines, par tout Exactement. ça, c'est du zooplancton. Voilà. Quoi. Okay. Et donc, je ne sais pas si c'est vers ça qu'on va, mais dans l'idée, dans la discussion, c'est qu'on se retrouve finalement à avoir besoin d'utiliser une source d'énergie qui est tout le temps présente, qui est la lumière, pour fabriquer du sucre. Parce qu'en fait, toi, quand tu es fatigué, quand tu es... Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une barre de sucre. L'énergie, voilà. Mais ça, c'est valable dans tout le système du vivant. Donc, eux, ils sont obligés de fabriquer ces sucres à partir d'éléments chimiques qu'ils trouvent dans l'océan et qui sont à disposition. Et à l'inverse, après, derrière, quand toi, tu es un consommateur, tu vas te contenter de manger le sucre qui a été produit par les autres. T'es un peu opportuniste, finalement. Mais c'est ça le concept. Et donc, plus tu montes dans la chaîne alimentaire, plus tu vas avoir cette consommation qui va être importante et ce volume à disposition qui est important. Et je voulais te parler justement de ce concept-là, parce que de chaîne alimentaire, nous, c'est quelque chose avec la Water Family, on en parle beaucoup, on parle du cycle de l'eau, de plein de choses, mais en fait, à chaque fois, on dit que l'océan est très très important, parce qu'en fait, toute la vie vient de là. Le chiffre, c'est quoi? Ça fait combien de temps que le plancton existe en fait? Ça fait des millions d'années. Ça fait des centaines de millions d'années même. En fait, ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est que quand la planète a commencé à se former, au départ, c'est une boule de roche qui est complètement en fusion. Et puis progressivement, les océans commencent à se former. Donc on commence à avoir une masse d'eau qui est là. Mais à l'extérieur, on a des gaz, on a des pics de gaz incroyables, on a du volcanisme. Enfin, c'est des conditions absolument terribles pour la vie. Et dans l'eau, on commence à avoir un environnement qui est un petit peu plus stabilisé. Et donc là, on commence à avoir les premières formations de cellules. Le concept d'une cellule, c'est juste d'être capable de créer une bulle, c'est ça, comme la bulle de savon. Faire son énergie à l'intérieur. Alors non, c'est le concept de créer d'abord une espèce de bulle, un peu comme un ballon, à l'intérieur duquel tu vas pouvoir avoir un environnement intérieur et un environnement extérieur. Donc la plupart du temps, comment ça s'est créé? C'est avec un système hydrophobe. Quand tu as une membrane hydrophobe, tu as isolé du coup ce qui est l'eau qui est à l'extérieur et l'eau qui est à l'intérieur. Voilà. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu as la capacité de mettre des organelles, des éléments, à l'intérieur de cette bulle. Et donc, comme ça, la cellule commence à apparaître. Mais bon, tu as une cellule, mais il faut encore être capable d'avoir de l'énergie, d'avoir un certain nombre de choses. Et donc, ce qu'ils ont commencé à faire, puisqu'il y avait beaucoup de soleil, ils ont été capables de faire de la photosynthèse. Et c'est comme ça que la photosynthèse a commencé vraiment à changer le cours de la vie sur la Terre. Parce qu'on a eu ce fameux pic qu'on appelle l'oxydation. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de photosynthèse de produits. Alors, pour revenir à la photosynthèse, pourquoi on fait de la photosynthèse? Et qu'est-ce qu'on fait? On récupère, on résume un peu, mais du dioxyde de carbone, donc du CO2 dans l'océan. On prend de l'énergie lumineuse et on casse la molécule en deux. La molécule de CO2, c'est quoi? C'est un carbone et deux oxygènes. Et là-dedans, on va garder essentiellement du carbone et un peu d'oxygène, mais pas tant que ça. Et donc, en fait, quand on assemble ça, oxygène et carbone, on arrive à fabriquer des sucres. Les sucres, c'est juste une longue chaîne de C et de O. Voilà. Mais il reste du O. Et ce O, ce dioxygène, on le recrache, quoi. On le sort de la cellule, on le remet dans l'océan. Et donc on va tellement en remettre dans l'océan qu'au bout d'un certain temps, la concentration elle va être dingue. Et la nature, la physique est plutôt équilibrée. Et donc à un moment donné, ce surplus va avoir tendance à repartir vers l'atmosphère. Et donc là, on oxyde l'environnement, on oxyde l'atmosphère terrestre. Et c'est comme ça que du coup, on peut se retrouver avec des organismes qui ont des poumons, qui sont, on commence à passer à un nouveau mode de vie et on colonise la vie sur Terre. D'accord. Donc si je comprends bien, le plancton, dans toute sa forme, c'est quand même la base de la chaîne alimentaire. Et c'est aussi une grande partie de l'oxygène que nous, qui a créé l'oxygène sur Terre et ce que l'on respire aujourd'hui. Et ce qu'on respire encore aujourd'hui. Maintenant, tout ça s'équilibre et continue à fonctionner. Alors, moi, j'avais trouvé un chiffre, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. C'est quoi? C'est 20% de la photosynthèse qui est faite par les diatomées? C'est ça, les petits motifs que j'ai dans ma voile. Exactement. Et que ça correspondrait à peu près à l'ensemble de la photosynthèse des forêts tropicales. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme, mais il faut imaginer, 70%, même un peu plus, de la surface de la Terre, c'est de l'eau. Oui, donc c'est logique. Donc, alors, on pense souvent macroalgues, etc. Les littoraux, c'est rien du tout. Ça représente quelques... C'est même pas 1%, je pense, le littoral terrestre. Les endroits où on peut avoir des macroalgues. Donc tout le reste, c'est uniquement une masse d'eau qui dérive. Et là-dedans, on a des milliards d'organismes. C'est entre 10 et 100 milliards d'organismes vivants par litre d'eau de mer. C'est de ça dont on parle. C'est énorme. Alors, on inclut des virus, des bactéries, pour avoir le chiffre, mais c'est ça. Alors moi, j'avais trouvé un chiffre, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Le phytoplancton, ça représente que 1% de la biomasse des organismes. Mais ça assure 45% de la production primaire. C'est ça.
C'est incroyable. En fait, ils ont une dynamique absolument dingue. Ils sont capables de se reproduire très rapidement. Ils sont extrêmement présents. Un petit plancton que j'ai observé, il vit combien de temps? Alors, ça fluctue, mais en général, c'est plutôt quelques jours à quelques semaines. Voilà. C'est plutôt de cet ordre-là. Après, ça fluctue, évidemment, certaines espèces vont aller un peu plus loin, un peu moins loin, en fonction, notamment, tu vois, quand tu arrives sur du zooplancton, par exemple, les larves d'oursins, les larves d'huîtres, les larves de moules, ça évolue très vite, et ça va quitter le monde du plancton, mais l'animal continue à exister. Donc, tu vois, là, pour le coup, on peut même passer parfois à des années. Par exemple, un homard ou un crabe, à un moment donné de sa vie, il a été plancton. Il a dérivé, c'était une petite larve, très rigolote d'ailleurs, qui se promenait et qui s'est fixé et qui s'est transformé. Les balanes. Les balanes? Non, c'est quoi les balanes? Alors, pas les bananes, pas les baleines. C'est quoi les balanes? Les balanes, c'est les petits crustacés que tu trouves sur les rochers. L'antidérapant naturel que tu as quand tu cours. Moi j'appelle ça des berniques, mais je sais pas si c'est. Non, les berniques, c'est les chapeaux chinois. Ah bah je pensais que c'était des petits. Non, c'est pas des bébés chapeaux chinois. Non, c'est autre chose. Donc c'est un tout petit crustacé qui va vivre donc une bonne partie de son temps en tant que plancton. Il va dériver. Et un jour il se pose. Et un jour, en fait, il va se poser sur un rocher. Il va fabriquer des espèces de plaques, ce que tu vois d'ailleurs, qui à marée basse vont être fermées, vont lui permettre d'encapsuler de l'eau pour pas se dessécher. Et dès que la marée revient, il se rouvre, il vit la tête en bas. Ça c'est drôle. Il a une espèce de patte modifiée et il va venir commencer à battre l'eau comme ça. Il la fait circuler à l'intérieur et il se nourrit de plancton. Donc l'animal qui a fait partie du plancton se nourrit aussi de plancton, mais du phytoplancton. Et donc ça, il y en a absolument partout. Donc tu vois, et il y a la même chose avec des méduses aussi par exemple. Des méduses qui à certains moments vont être fixées, parce qu'elles forment un polype, vont se découper en une espèce de pile de petites assiettes et chaque petite assiette donnerait une méduse. Va redevenir une petite méduse. Oui, d'accord. Pas toutes, hein, mais certaines le font. D'accord. Bon, alors quand on a résumé ça, donc le plancton est là depuis très longtemps. Il est la base de la chaîne alimentaire. Il fournit notre oxygène. Et alors, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que là, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on émet 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Alors, il y a un autre aspect. C'est l'activité humaine, j'entends par là. Et qu'est-ce que ça induit sur le plancton en fait Alors là on parle juste tu vois de l'oxygène etc. Mais il faut aussi imaginer que donc, tous ces organismes ils fabriquent des squelettes, ils fabriquent tout un tas de choses. Donc ils vont fabriquer des structures et puis ils ont de la matière, enfin c'est des organismes vivants, il y a des choses. Quand ils meurent, bah, ils tombent au fond de l'océan. D'accord. Ils sédimentent, c'est ce qu'on appelle la neige marine. Ils s'accumulent, ça forme des couches, ça forme des fois des roches sédimentaires, mais ça forme aussi autre chose qu'on utilise tout le temps, c'est le pétrole, le gaz. Et donc justement l'enjeu il est là, c'est qu'aujourd'hui on a en fait stocké du carbone, parce que concrètement c'est ça, c'est du carbone, le pétrole et le gaz, qui a sédimenté. Qui a sédimenté durant des millions d'années. Ça s'est accumulé au fond des océans. Comme on a eu la tectonique des plaques, certains se sont retrouvés du coup au milieu terrestre. Après il y a aussi des forêts tropicales etc. qui en ont produit, hein, on ne mélange pas, mais la majorité du pétrole et du gaz présents sur Terre a été plutôt fabriqué dans les océans. C'est là qu'on a le plus gros volume. Et donc là ce qui va se passer c'est que nous, on va commencer à exploiter cette ressource et on va le brûler. Et donc le concept de brûler ces carburants, c'est de relâcher on recasse sous la forme de gaz. On repasse d'un truc qui était stocké en liquide ou voilà. Parce que rien ne se perd et rien ne se. Tout se on n'invente rien, on se transforme, on change d'état en permanence. Et donc là, on se retrouve en fait, nous là, en quelques heures. Quand tu t'allumes le moteur de ton bateau pour faire un mille ou deux pour sortir du port, tu vas être capable en fait de consommer. Très vite, je mets la voile. Hein. J'espère bien, mais c'est le but. Non mais alors on peut penser mais à tous les autres gros navires par exemple, tu vois, ou même les voitures. Eh bien en fait tu vas consommer des périodes de temps géologiques incroyables en termes de stockage de CO2. Et aujourd'hui le problème c'est qu'on a découplé ça. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup plus vite que ce que le plancton est capable de stocker et de séquestrer. Donc en fait on arrive à un moment où on relâche beaucoup plus de choses, on déséquilibre en fait le système. Et ça a plein après effectivement d'incidences. Donc alors les incidences principales, on a dit le CO2 est quand même capté, j'ai plus le chiffre en tête, c'est quoi les océans ils absorbent combien en fait de tout ça Voilà, alors le CO2 il va avoir deux aspects, il va avoir un effet de réchauffement, c'est-à-dire que c'est un gaz à effet de serre, donc il va avoir tendance à faire augmenter la température naturellement, parce qu'il va changer la façon dont les rayonnements vont se produire. Donc ça a un impact direct sur l'océan, c'est que la température de l'eau elle change. Christophe Cassou avait dit quelque chose, ce qui m'avait marqué, il disait que c'est l'équivalent, tout ce qu'on relâche par an, c'est l'équivalent de mettre tous les mètres carrés un chauffage de terrasse en fait. Je suis pas étonné. Voilà, c'est énorme. C'est juste incroyable. On se rend compte à quel point on a une capacité à modifier les choses, à modifier les équilibres. Et donc ça, en fait... et c'est l'océan qui l'absorbe, en fait. C'est lui qui régule la température sur Terre. Exactement. Donc c'est lui qui prend le premier, c'est lui qui prend le plus cher. C'est ça. 70% de la planète, 70% de la surface, donc forcément, c'est lui qui va devoir absorber ce surplus. D'accord. Donc ça fait quoi concrètement pour le plancton? L'eau qui se réchauffe?
Eh ben, on a des espèces planctoniques, comme toi, quand tu vas dans les zones froides de l'Antarctique ou de l'Arctique, tu cours, et quand tu es au tropique sous une chaleur pas possible, t'en peux pas non plus. Voilà. Eux, ils ont un peu la même chose, tu as une zone de confort, quoi. Donc, certaines espèces seront moins impactées que d'autres, mais ça a effectivement une influence sur leur mode de reproduction et sur leur qualité de vie. Et donc sur tout le reste, sur tout ce qu'elles font, sur toutes leurs actions. Ok. L'autre problème principal, si je dis pas de bêtises, c'est le CO2 qui est capté. Qu'est-ce que ça fait concrètement dans l'eau? Alors on repart sur le schéma qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a produit beaucoup de dioxygène dans l'océan, il y en a eu tellement que ça a fini par repasser dans le système atmosphérique. Ouais. Aujourd'hui on met beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, conséquence, ça retourne dans l'océan. On n'a pas le choix, c'est juste un jeu d'équilibre. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et là ce qui se passe, on arrive à une acidification, concrètement c'est des ions hydrogène qui commencent à devenir de plus en plus nombreux et donc du coup on commence à changer le pH de l'océan. Et ça a une conséquence directe, c'est que la plupart de ces organismes, tout à l'heure je parlais de squelettes, etc., qui permettaient de stocker, donc il faut imaginer, ça c'est intéressant quand même, des organismes qui sont faits d'une seule cellule. Ils sont capables de fabriquer des choses pour protéger cette cellule, en plus. Donc souvent des structures, parfois pour leur donner une forme, parce que ça va leur permettre par exemple de mieux capter la lumière, parfois simplement une protection contre le prédateur. Genre si je suis plein de pics, tu vas hésiter à me prendre, t'attrapes pas un oursin comme ça en général, alors qu'une étoile de mer, tu vas un peu plus facilement, par exemple. Donc il va y avoir un jeu autour de ça. Et pour fabriquer ces squelettes, ils n'ont pas un four, ils ne peuvent pas se brancher à une centrale nucléaire, voilà. Eux, ils ont juste l'énergie solaire à leur disposition. Et donc, ils sont quand même capables, à travers des processus chimiques incroyables, de récupérer des ions silicium, par exemple. Donc, la silice, c'est le verre. Nous, on utilise du sable. Donc, c'est déjà des ions silice bien faits, on les réchauffe. Et eux, ils arrivent à faire ça, et ils sont minuscules. Ils prennent des ions. Ils font ça à une échelle microscopique et ils fabriquent des structures ultra fines. Et ça fait des choses magnifiques en plus, enfin, c'est complexe. Et on parle de verre de strontium, de verre, donc c'est pas n'importe quel verre non plus, c'est des verres assez techniques. Et ils sont capables de fabriquer ça. Donc il y a ceux qui font du verre avec la silice, ça va, c'est pas trop impacté par les changements d'acidification, c'est pas le problème. Mais par contre, des changements de température peuvent peut-être plus facilement les influencer par exemple. Mais par contre, il y en a qui font ça avec du calcaire. Les falaises d'Étretat, par exemple les pyramides, tout ce qu'on a vu à Paris, même les villes de Paris. Quand on va à Paris et qu'on regarde les monuments, c'est du plancton. C'est du calcaire. Et ce calcaire-là, il n'est pas tombé du ciel, il a été fabriqué par de la sédimentation. Donc voilà, on sait que ça provient de plancton et d'organismes qui faisaient ça. Et donc qu'est-ce que tu fais quand tu prends un morceau de craie et que tu mets un peu d'acide dessus? Ça fait des jolies petites bulles, ça relâche du CO2. Mais ça se dissout. Donc quand toi tu dois arriver à fabriquer à partir d'ions dissous quelque chose et que tu es exposé à de l'acidité, tu as du mal à le faire, ça devient de plus en plus difficile. Et surtout, quand tu as réussi à le faire et que tu l'exposes à de l'acidité, ça se dissout. Donc du coup, c'est terrible pour eux parce que ça a un impact direct sur leur mode de vie. Donc plus on continuera à émettre de CO2 par l'activité humaine, plus ça va mettre vraiment ça bordel, crée à nouveau un déséquilibre. Ça va créer un déséquilibre total dans l'océan. C'est ça. Autre problème, c'est l'eutrophisation. Moi, c'est un problème auquel je suis confronté, que j'ai découvert un peu ce terme-là l'année dernière. Nous, on voit de plus en plus d'algues en plein milieu de l'océan. En fait, il y a des apports en azote, il y a des excès en fait, qui fait que il y a tout qui va bien pour que en fait, tout ce plancton fasse une espèce d'activité de dingue, mais ça va presque trop en fait, c'est presque beaucoup trop. Ça entraîne plein de déséquilibres. En fait, ce qu'il faut imaginer, d'ailleurs, on parle souvent de bloom ou de déflorescence en français, le concept c'est ça. C'est qu'en fait, tu as des périodes de l'année où tu n'as pas beaucoup de lumière, tu n'as pas beaucoup d'apports en nutriments, c'est-à-dire que c'est pas à ce moment-là qu'il y a le plus de métaux ou de nitrates ou de choses qui arrivent dans l'environnement. Et donc, c'est pas des saisons qui sont très propices à ce que ça se développe. Puis d'un seul coup, tu vas avoir, souvent c'est au printemps, voilà, la chaleur arrive, le soleil revient, les pluies reviennent, tu commences à avoir du ruissellement, les rivières apportent à nouveau des éléments nutritifs, les upwelling aussi avec les vents, etc. vont changer. Et là, d'un seul coup, une explosion de vie. Et ça, en fait, c'est tout simplement lié parce qu'effectivement, tu commences à avoir des apports qui se font en différents éléments chimiques. Et quand tu crées des déséquilibres avec ça, donc ça, c'est des processus qui sont naturels, mais quand tu commences à avoir des apports qui sont liés effectivement à l'activité humaine, là, ça change tout. Parce que le déséquilibre, il n'est plus du tout lié à une saisonnalité. Et donc là, on peut commencer à avoir des choses qui, effectivement, entre guillemets, se dérèglent par rapport à l'habitude. Tu as utilisé un mot que les gens ne connaissent pas forcément, le upwelling. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi récemment parce que on s'intéresse, nous, en tant que marins, beaucoup au courant. En fait, le upwelling, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des grands courants marins avec de l'eau chaude. C'est vraiment des boucles de convection. C'est-à-dire que tu as de l'eau chaude en surface qui va se refroidir, qui va retomber, et ça va faire des boucles de circulation. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand l'eau se réchauffe, quand la température se réchauffe? On a de l'eau qui va moins redescendre parce qu'elle sera moins lourde. Elle va avoir du mal à se densifier. Donc, si ces échanges-là ne se font pas,
bah ça modifie aussi le comportement du plancton, quoi. Alors il y a plein de choses parce que, donc, par exemple au large du Sénégal, on y passe assez souvent quand on fait du bateau, dès qu'on circule en Atlantique, on a un grand upwelling qui est situé là et c'est une zone où il y a beaucoup de pêche. Et donc dans cette zone de pêche, en fait, pourquoi il y a de la pêche? C'est parce qu'il y a beaucoup de plancton. Comme il y a beaucoup de plancton, il y a beaucoup de poissons. Et ça, c'est lié à une saisonnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir des vents de surface qui vont aussi pousser l'eau qui est à la surface vers le large et entraîner une remontée. Comme de la brise thermique, quoi. Voilà. Ouais. Et le principe, c'est qu'en fait, tous les nutriments, la matière organique, en fait, quand tu meurs, toi, ou quand tu manges quelque chose, donc que tu as tué quelque chose, que ce soit une plante ou un animal, tu vas en fait transformer la matière qui constitue cet organisme en éléments chimiques. Et donc ça, c'est quand ça se détériore, ça tombe au fond de l'océan. Et donc toute la matière, tous les éléments minéraux sont situés au fond de l'océan. Et donc dès que tu vas avoir un mouvement d'eau qui va permettre de remonter ces masses d'eau vers la surface, tu vas remonter ces éléments nutritifs. Et c'est là que tu as d'énormes apports et qui permettent justement le développement des espèces. C'est un peu comme si tu ouvrais la porte du frigo. D'un seul coup, toute la nourriture arrive et c'est génial. Et c'est des eaux froides qui remontent. Parfois, par contre, c'est trop, quoi. Parfois, il y a des excès et du coup, ça crée encore des déséquilibres. Exactement, c'est ça. Donc, il faut arriver à trouver la bonne régulation. Et aujourd'hui, nous, nos modes de vie et nos actions ont tendance à modifier justement ces cycles-là qui sont normalement réguliers et saisonniers. J'ai aussi entendu parler de zones où, justement, alors, je ne sais pas quel est le problème exactement, mais où il n'y a plus d'oxygène et où d'un seul coup, il y a des zones hypoxiques ou anoxiques. Anoxiques, c'est ça. Donc, et hypoxique aussi, c'est entre les deux en fait. Il se passe quoi en fait? En fait, il va y avoir une consommation totale de l'oxygène, il ne va plus y avoir d'oxygène, et donc ces organismes ils font quand même de la respiration en partie. Donc quand ils n'ont plus ça, ils meurent tout simplement. Et donc du coup, c'est toute la chaîne alimentaire qui remonte. Tout s'effondre d'un seul coup. Voilà. D'accord. Tout tombe. En fait, c'est ça. Il faut vraiment imaginer que c'est une histoire de maillons. C'est vraiment quand on parle de chaîne alimentaire, c'est vraiment l'image de la chaîne. C'est-à-dire que tout le monde est interdépendant les uns des autres. Alors à différents niveaux, mais si à un moment donné, tu enlèves un maillon, tout ce qui est au-dessus de ce maillon-là tombe. C'est une pyramide. Ok. Bon alors. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Nohan? Non mais c'est vrai. Non, c'est un peu déprimant. Moi, je suis hyper heureux de faire partager ça au grand public, de leur montrer que le plancton est important. Mais concrètement, on fait quoi? Parce que moi, j'ai l'impression que le plancton, il va survivre. Nous, ça fait 3 millions d'années qu'on est là. Tu me dis que ça fait 200 millions d'années que le plancton, lui, il est là. Même plus. Voilà, donc il va survivre. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moins on prend soin de notre écosystème, plus lui va être perturbé. Mais en fait, on se fait du mal à nous-mêmes, en fait. En fait, la vraie question, elle est là. La problématique, c'est nous. Dans toute cette histoire, depuis le début, c'est d'avoir conscience que toutes nos actions, elles ont une influence sur nous-mêmes, pas uniquement ce que l'on voit. Quand on dit que la biodiversité, elle est en train de s'éroder, qu'elle est en train de disparaître, bon, en soi, est-ce que c'est un problème? C'est un problème pour nous surtout. Parce que nous avons besoin de cette biodiversité, nous sommes la biodiversité. Donc on ne peut pas se permettre de dire, bon, c'est pas grave, qu'est-ce que je m'en fiche qu'il n'y ait plus d'ours polaires, qu'est-ce que je m'en fiche qu'il n'y ait plus de baleines dans l'océan, mais c'est nous aussi ça. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, quoi qu'il arrive, la vie, elle, arrivera à se poursuivre avec ou sans nous. Donc, l'enjeu, il est notre position à nous. Donc, c'est à nous d'arriver maintenant à prendre conscience de ça et d'arriver à réfléchir sur nos usages et sur nos actions, sur ce que l'on est en train de faire. Bon, moi, je suis scientifique, je ne suis pas politique, donc je ne suis pas trop là pour pousser les gens à prendre des décisions. Par contre, notre travail, à nous, en scientifique, c'est d'arriver à avoir une mesure précise et à comprendre comment les choses s'organisent, comment elles fonctionnent. Et ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. En fait, l'océan, c'est une espèce de grande page blanche, en particulier du côté du plancton. On l'a très peu exploré. Il faut imaginer que les satellites, ils regardent le 1er mètre, la surface de l'océan. On a des endroits où il y a 8000 mètres de profondeur. Ça, sur l'océan Atlantique, j'allais dire que la moyenne, c'est 4000 mètres de fond. Voilà. Donc, tu imagines qu'il y a 3999 mètres, où en gros, on ne sait pas ce qui se passe d'un point de vue biologique. D'un point de vue chimique, on arrive à peu près parce qu'on a des systèmes de sondes maintenant qui montent et qui descendent et qui font des mesures. Mais d'un point de vue biologique, on ne sait pas. Ces organismes, on l'a vu tout à l'heure, ils sont capables de fabriquer des squelettes absolument dingues. Donc on a en fait une ressource de connaissances, de savoir, on ne connaît pas. On ne sait pas comment ils fonctionnent les uns avec les autres. On ne sait pas du tout comment ils s'organisent, comment ils fonctionnent, comment la société est organisée en fait. L'écologie, on la connaît très très peu et très très mal. On sait par exemple que certains de ces organismes ont des génomes qui sont 40 fois plus grands que les nôtres. C'est une seule cellule. Donc on a énormément à apprendre de ça. Et donc le travail des scientifiques, c'est aujourd'hui d'avoir une approche qui permette de mesurer, de comprendre, de décrire ce qui est en train de se passer, de manière non discutable, de manière ensuite à amener à un débat. Voilà. C'est ça notre travail. Donc alors, on essaye de décrire ça aujourd'hui. D'accord. Et moi j'ai envie de dire que la petite part que je peux faire, moi, c'est peut-être de ramener des belles images et de faire rêver les gens et de leur montrer qu'il y a des choses fantastiques sur l'eau et que ça serait dommage en fait de
de détruire tout ça en fait. Il y a deux choses. Déjà, tu vas pouvoir nous aider nous aussi à collecter des données, tu vois, parce qu'on a des systèmes, des fois des capteurs automatiques qui permettent quand même d'amener des choses, parfois de faire des prélèvements physiques aussi et de nous ramener des choses. Pour la biologie, on a encore besoin de toi, de tes bras, de toi individu, mais on a effectivement besoin aussi de sensibiliser. Moi, je pars du principe, quand on dit sensibiliser, en fait, c'est juste montrer. Oui, c'est ça. Quand on a vu quelque chose, on réagit différemment. Quand tu as vu ce qui se passait sous ton bateau, tu n'as peut-être plus envie forcément de te dire « Ah, allez, ça, je vais le jeter par-dessus bord, c'est pas grave ». On y réfléchit, en fait. On a juste envie que chacun, doucement, prenne conscience de l'environnement dans lequel il vit et du rôle qu'il a, en fait, dans cet écosystème, de la place que l'on occupe, tous les uns et les autres. Ok. Bon, on va montrer ce qui est invisible, alors. Ah bah grave, avec plaisir. Merci beaucoup, Nohan. Merci, Stan. J'espère que vous aurez appris plein de choses aujourd'hui et voilà, maintenant j'ai un petit défi de collecter du plancton, de partager ça avec les scientifiques et avec le grand public pour vous montrer que la nature est fantastique. Voilà.